Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le tout premier épisode de Macabre. Nouvelle chronique, nouvelle formule, la Belle Orange toujours à la recherche des meilleurs bails. Comme je l'ai dit, il s'agit là d'une nouvelle chronique qui parle de ce qu'on va appeler la représentation horrifique dans l'art. Parce que oui, on va parler d'art, mais que serait l'art sans les artistes? Chaque épisode sera donc dédié ou lié à une forme d'art dans le but de vous présenter un artiste que j'aime bien et de vous partager son travail. Et aujourd'hui, on va parler d'un peintre, donc pour cela, petit historique sur ce style de peinture. C'est un truc que je vais faire à chaque épisode et dans lequel je risque de dire de grosses conneries, puisque j'ai fait aucune étude dans le domaine et que c'est un art qui m'intéresse pas forcément plus que ça. C'est juste un exposé d'amateur à travers ce que j'ai pu trouver dans mes recherches. Alors à quelle date a-t-on commencé à trouver des démons et autres esprits dans la peinture? Pourquoi je m'inflige des choses pareilles? Quel est mon réel but? Quand me suis-je écarté du droit chemin? Mais qui suis-je réellement? De mon point de vue, j'aurais tendance à placer les premiers vrais travaux de représentation horrifique dans les kaigas du Japon féodal pendant ce qu'on appelle l'époque de Kamakura, en référence à la ville de Kamakura où les shoguns y ont instauré une dictature militaire entre 1185 et 1333. Évidemment, l'appellation de démon remonte bien avant le Japon du Moyen-Âge, mais désignait plus des créatures surnaturelles et imprévisibles dont l'existence n'a toujours pas été prouvée comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'est bien beau d'affirmer des trucs comme ça, mais comment en arriver à une telle conclusion? Premièrement, j'ai voulu comparer d'autres civilisations plus anciennes, en passant par la préhistoire évidemment, où la religion c'était pas encore trop ça, la Grèce antique, où on peut trouver des traces de quelques bestioles pas jojo, mais encore très peu représentées dans la peinture, déjà très peu utilisées car très peu sophistiquées, et notre Moyen-Âge à nous, qu'on connaît tous, et où diverses églises et leurs représentants auraient sans doute fait brûler en place publique, quiconque aurait osé exposer une représentation du diable, malgré que ces derniers aient tellement pué le fric et le luxe toute leur vie au sein du clergé, que j'espère de tout cœur qu'ils passent aujourd'hui leur deuxième vie en compagnie de tous les démons avec lesquels ils ont abruti nos ancêtres. On s'écarte du sujet, alors deuxième point. La culture japonaise fourmille d'esprits en tout genre, jouissant d'un folklore extrêmement riche à l'image de sa société actuelle. Tradition, modernité, religion, légende urbaine. Pour en revenir à l'époque de Kamakura et pourquoi d'après moi elle est importante, c'est que c'est pendant cette période, en 1250, qu'un type de théâtre est apparu, le No. Entre théâtre et musique, les représentations de No sont orchestrées à but aristocratique et religieux. On y trouve principalement des drames, mais le lien qu'il entretient avec les religions va en quelque sorte donner forme humaine aux esprits des récits japonais. Ce qui a pu permettre un genre de déclic dans l'imaginaire collectif en humanisant ces esprits, les rendant plus proches de nous, êtres humains. C'est donc à cette époque que, pour moi, on peut trouver les vraies premières représentations horrifiques sur peinture. Enfin, dans le cas du kaiga, il s'agit plus d'encre et de soie que de peinture, mais on va faire avec. Cependant, est-ce vraiment le cas ? Évidemment non, puisque toute œuvre, entre autres artistique, est constamment liée d'une manière ou d'une autre à un contexte social et politique. Tout ne serait donc affaire que de perception. Parlons un peu de Cinoche, parce que c'est quand même une chaîne de cinéma à la base. L'exemple le plus simple serait de comparer un classique du genre plutôt daté, comme La Nuit des Morts Vivants, et de le comparer à un classique de notre génération à nous, du style Insidious. J'imagine que la plupart d'entre vous qui ont regardé La Nuit des Morts Vivants l'ont plus regardé dans un élan de curiosité que dans le but d'avoir peur devant un film. Tout simplement parce que même si c'est un très chouette film et qu'il aborde toujours des thématiques encore actuelles, forcé d'admettre que son aura de pur film d'horreur s'est effacée avec le temps, ce sont désormais les films comme Insidious qui ont pris le relais en utilisant des technologies actuelles du cinéma et mettant en pratique les codes que le genre a adoptés depuis Romero, en plus d'avoir été conçus dans le contexte politique et social dans lequel nous évoluons. C'est pour ça que la notion de contexte est importante dans une question aussi complexe que depuis quand on peint des trucs qui font peur. En soi, on pourrait raccourcir en disant que les premiers à faire un semblant de peinture, c'est les hommes préhistoriques. Ils ont fait des dessins de mammouths, ils avaient peur des mammouths. Pouf, représentation horrifique, t'as peur des mammouths. Voilà, ce serait pas intéressant. Avec le Japon, on peut retracer la ligne artistique précise de l'origine d'un mouvement jusqu'à aujourd'hui. Le folklore japonais est une illustration parfaite du mot tradition. Quasiment aucun pays au monde n'a su garder d'aussi vieilles parcelles de sa culture, ce qui la rend d'autant plus riche. Tenez, revenons au théâtre No.
C'est grâce à lui que presque 150 ans plus tard est apparu le kabuki, une autre forme de théâtre où étaient mises en scène des histoires de fantômes de l'époque Edo, qui, des centaines d'années plus tard, inspireront les travaux de maîtres de la J-horror comme Takashi Miike et Hideo Nakata. Si ces noms vous parlent pas, petite recherche Google, allez-y, c'est de la putain de bonne cam. Et on reparlera de J-horror, mais dans une autre chronique. En attendant, je vous mets en description le lien du documentaire Tokyo Paranormal, qui aurait mérité plus de développement, mais qui dépeint bien l'influence du mouvement sur la culture populaire japonaise. En conclusion, on pourra pas vraiment savoir à partir de quand on a commencé à avoir de la représentation horrifique dans la peinture, mais on peut déjà avoir un semblant de réponse avec ces infos. En attendant, je vais vous présenter quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Zack Dunn. Il est pas japonais, il fait pas de théâtre, il fait juste des jolies peintures, et moi, j'aime bien. Vous pouvez aller sur son Instagram où il poste les photos de toutes ses œuvres originales ou inspirées de plein de films ou de la culture web. À l'occasion, il fait des petits lives sur son chevalet. Perso, ça me détend de ouf. Il y a aussi sa page Etsy si vous voulez vous offrir des impressions par exemple, voir les toiles originales, mais non de Dieu, ça coûte bonbon. Ça peut paraître très cher mais on est aisément dans la norme en termes de gamme de prix, il y a qu'à voir le travail derrière et le fait qu'il s'agisse de pièces uniques. Bref, allez checker son taf, je suis hyper fan de ce mec là. Bref, abonne-toi si c'est pas déjà fait, le petit pouce bleu des familles, dites-moi si cette chronique vous plaît, si vous avez des retours à me faire. On se retrouve sur Facebook, Insta et Twitter, d'ici là je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.